Pour ce deuxième sujet, nous allons parler à présent du projet Ecovitisol, qui vient de se terminer très récemment sur notre territoire des Côtes-de-Provence. Donc c'est un projet qui a permis de faire un état des lieux très précis des sols en Provence. Et cette étude a été coordonnée par Lionel Rangeard, écologue du sol et directeur de recherche dans le laboratoire d'agroécologie de l'INRA à Dijon. Il ne peut pas être parmi nous aujourd'hui car il vient d'être chargé par une commission sénatoriale de rendre un rapport sur la qualité des sols. Nous avons donc le plaisir d'accueillir M. Cyril Zappellini, microbiologiste et membre de l'équipe qui a mené cette étude à ses côtés. Si vous voulez bien me rejoindre. Cyril, bienvenue. Bonjour, merci. Cyril, présentez-nous le programme Ecovitisol et le résultat de cette étude sur les parcelles des Côtes-de-Provence. Oui. Déjà, bonjour à tous. Donc, merci de m'avoir invité. Et j'excuse encore Lionel Rangeard qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Et je vais essayer de le remplacer au mieux que je peux. Donc, Ecovitisol, Côte-de-Provence. Donc, comme l'a présenté Marc-André Sellos, on est dans le cadre viticole que vous connaissez, mais aussi dans la transition agroécologique, donc qui est de produire autant, voire plus, mais mieux. Et le sol est un élément qui est prédominant dans cette transition agroécologique. C'est plus un simple support de production, mais c'est aussi un écosystème à part entière avec un patrimoine biologique qui rend des services, comme l'a bien présenté Marc-André. Et le sol est bien sûr un des bras de levier pour créer des nouveaux systèmes de culture innovants, plus agroécologiques. Pardon. Ouais. Ça va, vous m'entendez au sol, c'est mieux? Et excusez aussi de l'accent. Hein, il est aussi de l'Est, mais d'un peu plus haut. Donc revenons à nos bactéries et nos champignons. Donc un patrimoine microbiologique qui est gigantesque, comme le disait Hubert Reeve, regretté Hubert Reeve. Donc il y a plus de micro-organismes dans 1 mètre cube de sol que d'étoiles dans le ciel. Ils sont abondants, diversifiés. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, dans une cuillère à café de sol, il y a 10 puissance 9 bactéries, 10 puissance 6 champignons, donc c'est considérable, des espèces multiples et variées, et ils ont de nombreuses fonctions, comme l'a dit Marc-André. Donc je ne vais pas en revenir dessus. Donc sur la structuration du sol, la minéralisation de la matière organique, des effets sur la dépollution et la séquestration des éléments traces métalliques notamment, et la lutte contre les pathogènes. Bon, vous allez dire, tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il en est par rapport à Ecovitisol? Donc, hop là. Donc, Ecovitisol, c'est un projet de l'INRAE qui a pour but d'évaluer la qualité microbiologique des sols viticoles, à la fois par rapport aux pratiques viticoles et aussi aux modes de production. Donc, on a commencé en 2019 et 2020 par les territoires alsaciens, bourguignons. Le millésime 2023, on est venu chez vous. C'est les résultats que je vais vous présenter après. Cet automne, on allait faire des prélèvements à Saint-Émilion et on ira dans le Médoc-Sauternes. Donc l'idée du projet Ecovitisol, c'est de faire un état des lieux dans des réalités vignobles, mais sur l'ensemble du territoire en une dizaine d'années et permettre de voir des itinéraires de culture innovants et l'état des sols. Donc la particularité de cette étude, c'est d'être, donc, comme je l'ai dit, dans une réalité vignoble, donc avec une stratégie participative, donc directement avec les viticulteurs sur leurs parcelles, où on échange, on enquête les pratiques qui sont menées sur les parcelles, on réalise donc les rendus, donc ça on a réalisé en décembre dernier avec les participants du projet, où on co-interprète directement les résultats des parcelles prélevées. On fait également des formations. Donc voilà un petit peu dans le cadre de cette stratégie participative. Et maintenant, je vais vous montrer
qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mesure? Parce que Ecovitisol, on utilise des mesures de la microbiologie moléculaire pour évaluer la qualité microbiologique de vos sols. Donc, pour ce faire, on a différents indicateurs, donc 4, la biomasse microbienne, l'équilibre microbien et la diversité des champignons et des bactéries. Ces indicateurs, on peut les réaliser grâce à l'analyse physico-chimique de vos sols qu'on fait rentrer dans un modèle de prédiction, car l'ensemble du territoire français a été analysé avec les mêmes mesures et a permis d'avoir un référentiel par indicateur. Et donc là, vous pouvez voir les verts qui sont représentés, ce sont des valeurs de référence. Grosso modo, c'est comme une analyse de sang. Quand vous faites une analyse de sang à jeun pour voir votre taux de glycémie, votre triglycérides, etc., ils sont dans des valeurs de référence. Si on dit que vous n'êtes pas diabétique, c'est parce que vous êtes dans une valeur inférieure à celle que pourrait avoir une personne diabétique. Ça va? Sinon, vous me posez la question, il n'y a pas de problème. Donc, ces 4 indicateurs, on a une matrice de décision qui sont agrégés. Donc, l'un ne compense pas l'autre. Si vous êtes dans le rouge en biomasse microbienne, elle ne sera jamais compensée par la diversité bactéries ou de champignons. Donc, ce qui nous permet d'avoir la qualité microbiologique de votre sol. Ce qui est important aussi de garder à l'esprit, c'est que comme on utilise ces indicateurs et le référentiel national, on peut comparer votre parcelle, qu'elle soit au sein de Victoire ou à Fréjus, sur des caractères physico-chimiques différents. Comme on s'extrait de cette particularité pédologique, on peut comparer ces 2 parcelles, on peut comparer les pratiques et les modes de production. Donc après, je sais que je vais avoir des questions. Oui, mais cette parcelle, elle est sableuse et l'autre, elle est argileuse. Ça, on arrive à s'en dégager. Donc voilà, juste un petit aparté là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il en est du réseau de parcelles en Côte-de-Provence? Donc on a réalisé l'année dernière 63 prélèvements, donc 63 parcelles, sur 52 structures que vous pouvez voir sur la carte. On a prélevé 18 parcelles en biodynamie, 22 en agriculture bio et 23 en conventionnel raisonné. Donc on a essayé d'avoir une répartition équilibrée des modes de production. On a réalisé des enquêtes pour savoir ce qu'il en est par rapport aux pratiques sur l'ensemble de ces parcelles et on a pu voir la typologie du réseau Ecovitisol de Côte-de-Provence qui est la suivante. Donc on a fait un itinéraire assez grossier avec travail du sol, présence d'enherbement, durée d'enherbement, fertilisation organique, restitution des sarments. Et donc en Côte-de-Provence, sur le réseau des 63 parcelles, il y a un travail du sol qui est moyen. Il y a une moitié du prélèvement où il y a présence de travail du sol. Néanmoins, il y a un fort enherbement dans notre prélèvement, avec une durée qui soit, il y a des parcelles qui ont une courte durée d'implantation d'enherbement ou une longue durée. Donc c'est pour ça qu'on a mis courte et longue, c'est parce qu'il n'y a pas une durée qui est par exemple courte, comme on pourra le voir après pour la Bourgogne, où il n'y a quasiment pas d'enherbement, seulement hivernal. On a réalisé ça également en Alsace. Donc on voit que c'est un territoire dans notre réseau qui a un faible travail du sol, un fort enherbement avec une durée d'implantation de l'enherbement qui est longue et peu de fertilisation organique et un fort restitution des sarments. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il en est en Bourgogne? Donc Châlons-Mâcon est forte. Enfin, c'est une particularité dans notre réseau que la Bourgogne a un fort travail du sol avec un faible enherbement, surtout en Côte-de-Nuit, Côte-de-Beaune, où on a vraiment un très faible enherbement et une durée très courte, uniquement hivernale, avec une fertilisation organique forte et une très faible restitution des sarments. En Bourgogne, on brûle encore les sarments et on restitue pas. Et donc, on voit
qu'on a une intensification des pratiques entre l'Alsace, la Côte de Nuit, et vous, vous êtes situé dans un intermédiaire avec une intensité assez faible par rapport à la Bourgogne. Donc ces 4 éléments on va les retrouver dans la présentation, mais on a aussi regardé pour vous montrer cette intensification des pratiques, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la densité de cépage. Donc en Alsace, on est à peu près à 4500 pieds hectares, alors qu'en Côte de Nuit, Côte de Beaune, on a à 9000 pieds hectares, donc une densité beaucoup plus importante. Des largeurs d'interrang, donc qui est beaucoup plus large en Alsace qu'en Bourgogne. Le rendement aussi qui varie, mais ces éléments-là ne sont pas pris en compte dans nos études, mais c'est pour vous montrer l'intensification des pratiques par rapport au cahier des charges. Donc, gardez ça bien dans l'esprit pour plus tard. C'est bon, ça va? Si je vais trop lentement, vous me le dites, ou si je vais trop vite. Donc, les caractères physico-chimiques du territoire. Donc, comme je l'ai dit, ça nous permet de réaliser nos diagnostics, nos valeurs de référence. Et là, je vais les présenter quelques-uns pour faire un petit état des lieux de la physico-chimie. Mais tout d'abord, on a regroupé, pour avoir des échantillons statistiquement, donc on a regroupé l'Ouest, donc Sainte-Victoire, le Bossuet ensemble, pour avoir plus d'une dizaine de parcelles, le Haut-Pays en orange, le centre avec Pierrefeu et Notre-Dame-des-Anges, et la côte avec Lalande et Fréjus. J'ai pas dit de bêtises, c'est bon? Vous validez? Et donc là, vous voyez le triangle des textures, et vous pouvez remarquer, donc on a quand même une différence par rapport à la texture du sol, avec une tendance beaucoup sablo-argileuse, et notamment sur les côtes, avec des endroits un peu plus, voire beaucoup plus argileux vers Sainte-Victoire et le Haut-Pays. Donc, on a également regardé ce qu'il en est par rapport au pH. Donc, il y a des différences significatives du pH. On va de 6 à 8,5, avec la côte qui est beaucoup moins alcaline, donc un peu plus acide. La grande question, et ça, quand on est venu, c'est tout de suite ce qu'on nous a dit, on en est à un territoire où on manque de matière organique, et on le montre bien avec l'analyse du carbone que vous pouvez voir en bas. Donc en moyenne, vous êtes à 1,8%, ce qui est faible. La moyenne nationale en France, c'est 2% de carbone dans les sols. Et pour des sols de même type, c'est 1,3%. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une dépréciation en termes de carbone et donc de matière organique dans vos sols. Et ceci indifféremment de là où vous vous situez. Par rapport à l'Alsace et à la Bourgogne, qui eux sont donc dans la moyenne nationale, comme vous pouvez le voir. Après, on a aussi, comme on est dans un mode de production viticole, on s'est intéressé au cuivre. Et la moyenne du cuivre est de 54,4 ppm, ce qui est assez faible pour un territoire viticole. Si vous pouvez voir, les sols viticoles en France, c'est 90 ppm. Et en Alsace, on monte à 130, et Nuit-Beaune, on est à 284. Donc, bien sûr, le climat méditerranéen vous aide bien pour éviter d'apporter beaucoup de cuivre dans vos cultures. C'est bon? Bon, maintenant on va passer aux résultats par rapport à la qualité microbiologique. Et qu'est-ce qu'il en est en Côte-de-Provence? Donc là, c'est le bilan microbien. Donc on a 49% des parcelles du réseau qui sont en bonne qualité microbiologique, 40% en état non critique mais à surveiller, et 11% en état critique. Ce qui est bien, mais vous êtes juste derrière l'Alsace,
Et ça, c'est pas moi qui ai dessiné, malgré ce que l'équipe essaye de dire, et chaque fois, Donc, je m'auto-flagelle, comme ça c'est fait. Donc, vous êtes bien derrière l'Alsace. Pardon. Vous êtes, mais malgré tout, vous êtes devant la Bourgogne, et largement. Donc, ceci s'explique, comme vous pouvez, si vous vous rappelez, sur la typologie, par rapport à l'intensification des pratiques. Donc, en Alsace, peu de travail du sol, beaucoup d'enherbement, restitution des sarments. La Bourgogne, fort travail du sol, quasiment pas d'enherbement et quasiment pas de restitution des sarments. À peu près les 3 piliers qu'on a pu montrer dans Ecovitisol qui ont un effet positif pour la qualité microbienne des sols. Donc ça, c'est par rapport au bilan. On a réalisé aussi les réseaux d'interaction microbienne du territoire qui se représentent ainsi. Donc ça, c'est graphiquement. Donc vous voyez une pelote de laine. Vous allez dire, oui, c'est bien joli. Donc chaque trait correspond à un lien entre un micro-organisme et un autre micro-organisme. Par exemple, le micro-organisme A est toujours présent avec le micro-organisme B. On a un lien positif, il est vert. Par contre, si on a un micro-organisme A qui est présent et le micro-organisme C n'est jamais présent, on a une interaction négative, donc il est rouge. L'idée, c'est d'avoir un réseau d'interaction le plus complexe, le plus fourni en interaction, ce qui montre qu'il y a des interactions et un bon fonctionnement de votre sol. Ici, on représente l'ensemble du réseau d'interaction de l'ensemble d'un territoire. Il est impossible de le faire sur une parcelle avec un échantillon. Là, c'est le regroupement d'une centaine de points de prélèvement. Mais ça permet de voir que le complexe d'interaction est bien fourni et montre que le sol fonctionne bien. Et bien sûr, il s'agit du vôtre. Donc, on a environ 52 000 liens d'interaction entre les micro-organismes. Évidemment, l'Alsace est devant. Et j'ai gonflé les chiffres. Vous allez encore me croire. Non, c'est pas vrai. Vous êtes devant Châlons-Mâcon, il y a 22 000 liens. Donc vous voyez une réduction graphique des interactions. Et qu'est-ce qu'il en est de Côte de Nuit, Côte de Beaune? Une petite idée. On a une réduction drastique du nombre de liens avec, on voit, une décomplexification du réseau et la présence de satellites qui montrent bien qu'il y a plus d'interactions, beaucoup moins d'interactions dans le monde microbien. Et ceci est relié notamment donc, à l'intensification des pratiques. Ça va, vous avez compris? Sinon, vous ne vous gênez pas. Hein. Donc, maintenant, on va voir ce qu'il en est par rapport aux différents sous-territoires, donc les bilans d'abord. Donc à l'ouest, il y a 62% des parcelles qui sont dans le vert, ce qui est très bien. Dans le haut, 60%. Donc vous me voyez venir. Dans le centre et la côte, plus que 38 et 36%. Donc pourquoi? Donc par rapport aux typologies qu'on a mis en évidence, on voit pareil. Donc à l'ouest et le haut, il y a une intensité de travail du sol qui est plus faible, un enherbement plus fort, avec une durée beaucoup plus longue. En termes de restitution des sarments, vous restituez tous vos sarments, ou quasiment la totalité, et il y a une forte fertilisation organique, comparé au centre ou à la côte, où il y a plus de travail du sol, avec un enherbement plus faible et une durée qui est plus courte. Donc ces deux piliers-là sont vraiment on a une intensité plus importante, ce qui montre bien ce gradient. Ça va? Donc maintenant, on va voir on a regardé un petit peu sur l'ensemble du territoire, donc sur les 63 parcelles,
ce qu'il en est par rapport aux différentes pratiques. Donc, comme vous avez pu le voir, l'enherbement est positif par rapport au sol travaillé. Ça stimule la biomasse microbienne et la diversité. On n'a pas pu mettre en évidence de manière significative l'influence de la durée de l'enherbement. Cela demande, comme l'a dit Marc-André Sellos, d'avoir un peu plus de recherche dessus, mais ça va être un de notre cheval de bataille, si on peut dire, dans les prochains territoires investigués, notamment là à Saint-Émilion, où c'est un territoire qui est fortement enherbé, avec différents types d'enherbement, et on va voir ce qui va en sortir. On vous tiendra au courant, bien sûr. La matière organique, donc il y a une différence significative entre la fertilisation organique et la fertilisation organominérale. Vous êtes à un territoire où, dans notre réseau, il y a eu très peu de fertilisation minérale uniquement, que 4 parcelles, du coup on les a ressorties du panel. Et on voit que la fertilisation organique favorise la biomasse microbienne et la diversité bactérienne des champignons. Donc le bilan de l'impact de pratique, donc vous l'avez bien compris, le travail du sol il est délétère pour les micro-organismes. L'enherbement il est positif, et c'est un enherbement qui est spécifique à vos conditions méditerranéennes, ce n'est pas l'enherbement d'Alsace, ce qu'on vous a présenté là. C'est vraiment votre enherbement. Bien sûr, l'apport des amendements organiques. Et les sarments, on n'a pas pu l'évaluer, vu que l'ensemble des parcelles restituait les sarments. Et donc là, on va passer par rapport au mode de production, donc l'entrée du projet, et se permettre aussi de voir par rapport aux phytosanitaires. Donc, on a comparé les parcelles en conventionnel et en agriculture biologique et biodynamie, et là on voit une différence significative. Il y a 57% des parcelles en biodynamie et en agriculture biologique qui sont dans le vert, comparé au conventionnel où il n'y a que 30%. Néanmoins, vous pouvez bien voir que ce n'est pas binaire, ce n'est pas tout rouge et tout vert. Il y a l'ensemble des couleurs qui sont représentées dans l'ensemble des modes de production. Donc, après, on a regardé s'il y a une différence, si on sort les biodynamiques, si on les compare aux autres modes de production. Et là, on voit que la biodynamie est supérieure au conventionnel, mais inférieure à l'agriculture biologique. C'est des tendances, ces chiffres ne sont pas significatifs, mais c'est une tendance du réseau. Par contre, ceci est différent de ce qu'on a pu voir en Alsace et en Bourgogne, où la biodynamie était supérieure au bio et supérieure au conventionnel. Donc on a demandé, par rapport à l'enquête qui a été spécifique aux biodynamistes, d'être évalué par un de nos partenaires spécialistes de la biodynamie, qu'est-ce qu'il en est par rapport à votre territoire. Et lui dit que les pratiques en Alsace et en Bourgogne sont en moyenne meilleures que celles de Côte-de-Provence. Donc il pense que ça pourrait être ça qui explique ces résultats. Mais aussi, on a une biodynamie qui est plus jeune en moyenne de 4 ans en Côte-de-Provence qu'en Alsace et en Bourgogne. Après, il y a également un effet confondant des pratiques, des modes de production, et toujours avec, si on veut, le travail du sol qui est plus faible en agriculture biologique, alors qu'il est beaucoup plus fort en Alsace et en Bourgogne en agriculture biologique, avec les biodynamistes qui sont moyens faibles et les conventionnels qui travaillent beaucoup plus le sol avec moins d'enherbement. Donc il y a toujours cette intensité de pratique qui est indépendamment des cahiers des charges. Donc voilà, ça va. Donc qu'est-ce qu'il en est par rapport au réseau d'interaction? Donc les réseaux d'interaction, donc ces pelotes de laine, donc ils sont beaucoup moins denses que ce qu'on a pu voir précédemment. Mais on a toujours cette même tendance qui est que le conventionnel est plus haut que l'agriculture biologique, mais inférieur à la biodynamie. Donc, mais là, sur le territoire, bien sûr, on a un réseau un peu moins robuste, mais
quand même, ça montre ce qu'on a déjà vu en Alsace et en Bourgogne. Et donc, je vais bientôt finir, ne vous inquiétez pas. Donc, en termes de qualité microbiologique, la Côte de Provence a un bilan plutôt positif. Enfin, vous avez pu le voir, vous êtes pas mal dans le vert. Malgré tout, il y a les valeurs de biomasse moléculaire et de diversité bactérienne qui est assez faible. On a les différences entre les différentes appellations sont dues aux différences de pratique. On a pu remettre en évidence que le travail du sol est négatif dans votre territoire, que l'enherbement est positif et également l'amendement organique. Et on montre bien que les modes de production, il y a pas dans les modes des indicateurs du bilan microbien, mais dans les réseaux, que l'AB est supérieur, que dans le bilan, ici, l'agriculture biologique est supérieure à la biodynamique, qui, elle, est supérieure au conventionnel. Et pour les réseaux d'interaction, on remontre exactement la même chose. Et si on peut se permettre, parce qu'on n'est pas agronome, vers quoi vous devriez tendre pour améliorer encore la qualité microbiologique, c'est bien sûr de remonter votre taux de carbone et donc de matière organique, permettant ainsi de stimuler la biomasse et la diversité bactérienne, en améliorant vos couverts, qui sera bien sûr adapté à vos conditions, de réduire votre travail du sol et de continuer à amender avec de la matière organique. Et pour les modes de production, comme on ne voit pas les mêmes effets significatifs qu'on a pu voir en Alsace et en Bourgogne, et on à se demander, ça c'est chacun le prend comme il le veut, d'améliorer vos pratiques, notamment en biodynamie. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Cyril, merci pour votre intervention. Mais justement, je pense qu'on a tous compris, le but c'est de battre l'Alsace, donc je compte sur vous, les Côtes de Provence. Merci, on vous retrouve dans quelques minutes, pareil, pour la table ronde. Donc pour témoigner sur ce projet d'Ecovitisol, je fais venir deux vignerons donc, qui ont participé aux travaux, Monsieur Thibaut Jourdan et Monsieur Christophe De Filippi, qui vont venir me rejoindre. Donc Thibaut Jourdan, qui est vigneron et président de la cave de Puy-Loubier, et Christophe De Filippi, qui est directeur au château des Bormettes, à Lalande-les-Morts. Vous pouvez vous installer, messieurs. Hop, bonjour à tous. Je vais récupérer. Bonjour, messieurs. Bonjour. Donc, avant tout, j'ai quand même une question. Avant votre participation aux études d'Ecovitisol, étiez-vous déjà dans une réflexion à propos de l'état de vos sols? Qui veut commencer? Merci. Oui, c'est vrai que moi j'ai eu la chance, donc en 2017, il y a eu la création d'un GI2E sur la commune de Traits. C'était soutenu par l'association Argena. Donc on a fait beaucoup de fosses pédologiques, beaucoup d'apports de matière organique. Ils se sont vraiment intéressés sur le sol. Et c'est là que j'ai commencé à semer mes premiers engrais verts. Et vous? Alors, concernant cette étude, on était déjà curieux par rapport à ce projet-là, mais avant, on avait déjà une réflexion de réflexion sur les sols, et on avait effectué déjà un fertility team avec l'entreprise Racine qui nous a permis de faire un bilan sur l'état des sols. D'accord. Et on reste avec vous, Christophe. Quelles sont vos pratiques et les résultats? Alors, actuellement, elles sont un peu classiques, puisqu'on est quand même sur actuellement beaucoup d'apports minéraux, principalement. Alors, on a pour projet, évidemment, de passer sur l'organominéral, pour déjà faire un premier pas vers des choses un peu plus actuelles. Néanmoins, on a toujours effectué des semis et des couverts qui nous permettent de mettre un pied là aussi dans quelque chose qui est plus moderne, quoi. Et donc automatiquement aussi on a un apport de fumier qui peut aller
de mouton entre 8 et 10 tonnes d'hectare. Voilà. D'accord. Et pour vous, Thibaut, quelles sont vos pratiques et les résultats? Alors moi, ça a commencé par un semis d'engrais vert un rang sur 2 pour pas trop pénaliser la production des vignes dès le début. Et c'est vrai que je me suis vite aperçu en 3-4 ans que j'arrivais à augmenter un peu ma matière organique. Voilà, sans perdre de production et voilà. Mais qu'est-ce que cette étude vous a apporté le plus, Thibaut? Alors moi, l'étude, ça m'a montré combien j'avais de champignons, combien j'avais de bactéries, surtout l'équilibre aussi, parce que c'est vrai qu'on fait des analyses de matière organique, mais on n'a que ça. On n'a pas du tout de microbiologie. Donc ça m'a conforté là-dessus et rassuré dans mes pratiques. Et vous, Christophe? Alors, de notre côté, je dirais oui, plutôt positif sur la présence de champignons et de bactéries, avec un bel équilibre. Par contre, légèrement en dessous du seuil critique pour la biomasse. Donc, ça confirme bien qu'il faut amender et qu'il faut revoir un peu en profondeur ce genre de choses-là. Ouais. D'accord. Et quel changement vous avez effectué par la suite, après cette étude Ecovitisol? Alors, quels changements seront faits plutôt pour l'année prochaine? En tout cas, voilà, ça laisse le temps de prendre une décision et de réfléchir correctement et envisager de revoir totalement ou partiellement la stratégie du domaine. Voilà. Et vous, Thibaut? Alors moi, ça sera peut-être un essai d'enherbement sur tous les rangs et peut-être, pourquoi pas, du non-labour à faire un essai. Messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup d'être venus témoigner. On peut les applaudir. Vous pouvez rester avec nous. On va refaire venir Monsieur Marc-André Sellos et Monsieur Cyril Zappellini, et on va passer à la table ronde. Est-ce que vous avez des questions par rapport au thème que l'on a commencé à aborder ce matin? Oui, Madame Orange. Le micro arrive. Bonjour, c'est une question un peu technique, mais je comprends bien comment on mesure une biomasse, on fait des comptages, des dénombrements. Comment on fait pour analyser pour compter des interactions entre les différents micro-organismes? Ouais, On vous entend. du coup, on a fait un séquençage de l'ensemble des communautés microbiennes, des individus qui sont présents dans les échantillons de sol. Ça ne marche plus. Ouais, ok. Et on regarde les corrélations de présence de chaque espèce présente et donc on compte le nombre de liens. Donc comme je l'ai dit, bon, ça c'est fait de façon informatique. Donc il y a plus de 10 000 individus. Et par exemple, l'individu A est toujours présent avec l'individu B, comme je le présentais, et donc on a un lien positif. Inversement, si l'individu C n'est pas présent quand l'individu A est là, on a un lien négatif. Et ça, c'est calculé sur des serveurs pour vous présenter graphiquement ce que je vous ai présenté là. Ça va. Après, voilà, c'est un peu comme les réseaux sociaux. Le nombre de liens, et s'il y a quelqu'un que vous n'aimez pas, ben vous ne le mettez pas dans votre réseau. Si je peux juste ajouter une chose d'un point de vue d'écologie pure, bon, c'est la coexistence versus la répulsion, c'est très compliqué à interpréter biologiquement. Ça peut être que l'un parasite l'autre, donc il n'est pas là sans son hôte, mais comme il est efficace, il est toujours là quand l'hôte est là. Ça peut être qu'ils coopèrent ensemble, ou encore qu'ils ont un de ces deux liens, tous les deux, à un troisième. Et donc, il ne faut pas le voir comme quelque chose qui en soi est un paramètre significatif. C'est un des paramètres
de fonctionnalité. Finalement, c'est un des estimateurs de la biodiversité, d'accord ? Mais c'est difficile de lui donner un sens dans l'absolu. Ça veut dire qu'il n'y a pas que du bon dessous, il y a du fonctionnement. Oui, monsieur. Bonjour, je voudrais avoir votre avis sur... En Sainte-Victoire, en fait, on préconise l'enherbement, bien sûr, mais également des apports massifs de broyat de déchets verts, qu'on appelle matière végétale affinée. Je voulais avoir votre avis sur l'intérêt de ces apports massifs par rapport à du compost mûr. Nous, l'objectif de ces broyats, ces frais, c'est justement de stimuler la vie microbienne des sols. Donc, je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Et je voulais préciser, par rapport à Thibault, il a parlé de l'enherbement, mais préciser aussi qu'il y a des apports massifs de MVA, justement, matière végétale affinée. Donc, merci de nous donner votre avis sur cette préconisation. Du coup, donc, dans le réseau, on avait des parcelles qui étaient amendées avec du MVA, mais on n'a pas pu faire d'analyse vraiment précise par rapport au nombre de parcelles qui en mettent et qui n'en mettent pas. Néanmoins, comme vous êtes carencé en matière organique, l'apport de matière organique ne nuit pas à la qualité microbienne. Ça va demander par rapport de... Moi, je ne vais pas pouvoir vous dire là, aujourd'hui, qu'un type de matière organique est meilleur qu'un autre, parce qu'on ne l'a pas testé, on ne l'a pas testé aux conditions réelles, mais néanmoins, c'est une de nos préconisations. L'augmentation de la matière organique dans vos sols n'est que positive. Je pense que je vais pas dire qu'il faut mettre de la MVA. Je n'ai pas de données pour vous dire c'est très bien par rapport à un autre type, mais apporter de la matière organique, oui, mais apporter de la matière organique additionnellement à un enherbement. Parce que en Alsace, si vous avez pu le voir, ils ont un enherbement, mais ils apportent très peu de matière organique, comparé à Côte-de-Nuit, Côte-de-Beaune, qui apportent beaucoup de matière organique, et ils ont le même taux de carbone, donc le même taux de matière organique. Mais les micro-organismes se portent moins bien en Bourgogne, avec bien sûr tout ce qui se prenne sur le coin de la figure, qu'en Alsace. Donc l'importance, et comme disait Marc-André, c'est l'enherbement, en complément avec la matière organique. À mon sens, l'un ne va pas sans l'autre. Moi, je voudrais savoir... C'est bon, je peux parler ? Je voudrais savoir si dans les différents territoires qui ont été étudiés, si on prend des parcelles vierges de toute culture, si on obtient les mêmes résultats, de manière à être sûr que ce que l'on observe provient bien des pratiques viticoles et non tout simplement de la nature du sol. Comme je l'ai dit, et je savais que ça allait revenir, comme on utilise notre référentiel et notre modèle, on se défait de la pédologie du sol et on voit que l'influence des pratiques. Et donc, sur un même type de sol, sans pratique agricole et naturelle, déjà il faut en retrouver. Donc l'influence de vos pratiques donnera ces résultats qu'on verra. On n'a pas de sol qui est vierge de toute pratique. On ne va pas comparer une prairie avec des vignes, on ne va pas comparer une forêt avec des vignes. C'est important parce qu'il y a un ouvrage que vous pouvez consulter qui est l'Atlas des bactéries du sol de France. Donc là, c'est moi qui fais de la publicité pour les travaux de l'INRA de Dijon. Vous pouvez imaginer que c'est sincère. Dans cet atlas des bactéries du sol de France, que quelqu'un a, d'ailleurs, j'ai vu, donc il peut l'agiter là, voilà. C'est un très beau livre à offrir à Noël à ses amis, hein, il y a plein de couleurs dedans. Bon, alors, il y a justement ces analyses méthodologiques qui reviennent sur qu'est-ce qui détermine la composition, au moins pour les bactéries, hein, puisque donc c'est que les bactéries. Et on s'aperçoit que la composition microbienne des sols, en général, en France.
Et on s'aperçoit que finalement le climat ne joue pas beaucoup, parce que le sol est isolé des influences climatiques, il retient l'eau, il est tamponné thermiquement, il se réchauffe moins vite, il se refroidit moins vite. On s'aperçoit que finalement la physico-chimie de la roche qui est en dessous joue peu. Vous vous rendez compte? Et que ce qui joue, en fait, c'est l'interaction entre la physico-chimie du sol et ce qu'on y fait en termes agricoles. C'est le facteur déterminant, c'est la somme des deux. Alors bon, je vous laisse ouvrir ce livre et les parties introductives où cette analyse est faite, mais il est important de réaliser que finalement, les gestes que fait l'homme sont d'une amplitude supérieure, ou au moins égale pour d'autres aspects, aux paramètres, entre guillemets, naturels, c'est-à-dire spontanés, parce que je pense que l'homme fait partie de la nature, moi, donc voilà. C'est important, hein, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est quand même une des grandes données. Et elle n'est pas si inattendue, parce que des choses comme le labour, c'est des choses que le sol n'a jamais vécues, jamais, avant l'homme. Donc c'est pas étonnant que finalement les gestes de l'homme soient d'une amplitude déterminante sur ce qui se passe dans le sol quand l'homme les gère. Bonjour. J'aimerais savoir s'il y a une différence entre un environnement naturel ou un semi, les bienfaits et les côtés négatifs d'un ou de l'autre. Du coup, ça, on n'a pas encore assez de données pour mettre en évidence l'effet d'un semis ou d'un enherbement naturel. Toutefois, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que l'enherbement doit être diversifié. Parce que la diversité appelle la diversité. On a pu voir notamment en Alsace, des enherbements de plus de 40 ans, une monoculture de raie gras, donc un stade de foot ou de rugby, selon que la communauté microbienne ne se portait pas si bien du point de vue pas de la biomasse, mais de la diversité. Parce qu'on est sur une culture qui est monospécifique et qu'il n'y a pas de diversité. Donc, si votre enherbement naturel, je dirais, est diversifié, il est potentiellement bon, aussi bon qu'un semis. Mais tout ça, ça doit s'adapter, bien sûr, à votre parcelle, et donc c'est parcelle dépendant. Mais là, je n'ai pas de données et d'études précises. Ça c'est des choses qu'on va pouvoir vous présenter plus tard quand on aura plus de données. Il faut bien réaliser qu'un couvert monospécifique dans la nature, ça n'existe pas. Ça fait partie aussi des choses que l'homme impose au sol, mais qui n'ont pas existé avant l'homme. Alors même si ces travaux ne concernent pas les agrosystèmes en général, il y a d'énormes travaux qui montrent dans les écosystèmes forestiers à quel point, quand on a des arbres diversifiés en espèces, on obtient des processus du sol qui sont déjà une diversité microbienne plus importante et des processus du sol qui sont à la fois plus nombreux, plus intenses et surtout plus résilients. C'est-à-dire que quand il y a une perturbation, elle est mieux avalée et on retourne à l'état de fonctionnement antérieur beaucoup plus rapide. Alors donc je souscris parfaitement à ce qui vient d'être dit, mais j'aimerais vous rappeler c'est pas parce qu'on sème que ça va être monospécifique. Et derrière la diversité des fonctions que j'évoquais pour les couverts tout à l'heure, fracturation du sol, répulsif pour les pas bons, attractif pour les bons comme les fixateurs d'azote, etc., tout ça, il n'y a pas une espèce qui va le remplir. L'objectif, il est vraiment de penser, si on les sème, des couverts mélangés. Des couverts mélangés, et là, si vous me dites, mais alors je mélange quoi, je vous rejoindrai sur l'idée qu'on manque encore d'une activité de recherche intense. C'est également vrai pour les cultures intermédiaires. Dans les endroits où on fait des cultures annuelles et on voudrait semer des trucs en hiver pour couvrir le sol. On n'a pas, pour l'instant, encore beaucoup de recherche et d'optimisation de ces mélanges d'espèces qui vont entretenir le sol là où nous, dans le moment, dans l'espace où nous, on ne le consacre pas à la production de ce qu'on va récolter. Il manque encore de la recherche, et ça veut dire qu'en fait, il y a des marges d'amélioration encore dans tous ces systèmes, dans toutes ces pratiques agroécologiques. Monsieur
Monsieur Sellos, vous avez évoqué tout à l'heure l'intérêt de l'enfoncement des racines. Je voudrais avoir votre avis sur l'irrigation au goutte à goutte qui se développe chez nous. Moi, j'ai rien contre l'irrigation, personnellement, parce que j'ai rien contre rien. En fait, pour moi, le juge de paix, c'est le moment où on déguste. D'ailleurs, je trouve que le rosé qu'on nous a servi est un tout petit peu manque de matière. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que le juge de paix, c'est est-ce que le vin est bon, et même pour être plus trivial, est-ce qu'il se vend, hein. Bon. Donc, le problème, c'est que longtemps, on a supprimé l'irrigation parce qu'elle permettait de faire pisser la vigne, et évidemment, en fait, elle pissait de l'eau, quoi, puisque, voilà. Donc, on a été très restrictif. Moi, j'observe que les Néo-Zélandais font des vins qui se vendent bien. Alors, on peut discuter ensemble, est-ce qu'on les aime ou est-ce qu'on les aime pas. Moi, je trouve que, non, en particulier en Sauvignon, ils réussissent des choses vraiment intéressantes. Ben, là-bas, hein, il y a des tuyaux partout dans les vignes. Donc la vraie question, c'est comment on irrigue, et cette question donc se décline par rapport aux produits finis, et aussi par rapport à la ressource en eau. Est-ce qu'on peut ? Moi, j'ai rien contre ça. J'aimerais terminer en disant que mettre l'eau sur le sol, c'est stupide, parce que c'est pas là qu'il faut la mettre. Il faut la mettre... Alors, c'est stupide, mais techniquement, c'est plus simple. Il faut la mettre là où les racines de la vigne peuvent la prendre en évitant l'évaporation, et si possible aussi là où non seulement ce sont les racines de la vigne qui vont la prendre, mais nulle autre racine. Et ça plaide pour des apports d'eau par la profondeur. C'est pas simple, hein, parce qu'en fait, rapidement, dans ces cas-là, les tuyaux se bouchent, parce que les racines prolifèrent autour et dedans. Mais l'idée, c'est d'être parcimonieux dans l'apport, à la fois pour la qualité du produit fini, et aussi par rapport aux pertes. Ce qui peut passer par des apports éventuellement en profondeur. Et nous, dans l'équipe, si l'apport d'eau permet une implantation dans les interrants d'un enherbement, on n'est pas contre, bien sûr, fille de tout ce qu'il en est autour, mais si ça permet, dans des conditions qui est la vôtre, de stress hydrique, d'apporter un enherbement, on est plutôt favorable. Question sur la matière organique. Question sur la matière organique. Le déficit de matière organique, il est récurrent dans différentes régions viticoles, tel que constaté depuis 10 ans, 15 ans, voire plus. Historiquement, il y avait une tradition de polyculture entre la vigne et l'élevage. Historiquement, les grands-parents et avant fumaient les vignes régulièrement. Aujourd'hui, on ne le fait plus, puisque l'élevage est parti ailleurs, et puis c'est la difficulté d'amener ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on parlait de mode production, il y a des régions qui réfléchissent de se dire passer de la monoculture de la vigne, avec peut-être un élevage de proximité, retrouver des pratiques historiques. Deuxième question concernant la partie pesticides. Bon, tout le monde aujourd'hui est sensible sur la question des pesticides. On a vu que le sulfate de cuivre pose un problème puisqu'on a des teneurs en cuivre très élevées. Concrètement, on arrive quelque part dans une impasse, c'est-à-dire qu'il va bien falloir se protéger par rapport aux maladies fongiques que tout le monde connaît. On peut toujours dire oui, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mais bon, tout le monde est bien conscient qu'il faut sauver une récolte. Troisième question, j'ai une petite liste, hein, je continue, excusez-moi. Concernant les cépages, alors éternel sujet concernant les cépages, vous l'avez dit, il faut quand même faire du vin, du bon vin, du vin qui correspond au client qui a envie de le boire, au client consommateur qui a envie de le boire et de l'acheter. Aujourd'hui, le choix du matériel végétal, c'est un vrai sujet, mais l'appellation est codifiée, hein, il y a un décret d'appellation, etc. On voit bien toute la lourdeur pour changer un profil produit. Il y a l'aspect commercial, mais il y a tout l'aspect réglementaire. Donc, il y a un vrai sujet. Ensuite, sur un plan méthodologique, vous avez parlé... On reprend les questions après, peut-être. Du coup, par rapport à la matière organique, le constat que nous, on peut faire de ce qu'on a vu par rapport aux enquêtes qu'on a réalisées donc, sur 4 territoires, l'apport de matière organique, elle se fait souvent par des bouchons qui sont issus de compost, de fumier, etc. etc. Donc, vous avez essayé de pallier ce problème de
fumure par rapport à des fumures quand vous étiez en polyculture élevage, je ne sais pas si c'était le cas ici, mais un des constats qu'on a pu faire, c'est que l'apport de matière organique elle est quasiment systématique quand la matière organique est apportée, et notamment par rapport à des bouchons. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais ce côté-là a été pallié par ces apports-là. En tout cas, vous avez soulevé une question très importante, qui est celle de la place de l'élevage dans l'agriculture française en général, pas que dans le vignoble. Et autant il est vrai que nous mangeons trop de viande, par rapport à l'optimum recommandé par l'OMS, on mange 5 fois trop de viande en moyenne en France. Et du coup, ça fait un surcroît d'AVC, de cancer du tube digestif et tout un tas de problèmes. Et ça fait que d'ailleurs 71% de la surface agricole d'Europe, non comptant en plus tous les tourteaux de soja qui arrivent, mais 71% de la surface agricole, c'est vraiment du bétail. Ça, il faut arrêter. Mais d'un autre côté, il ne faut pas tirer sur le bétail en canardant dans tous les coins. Parce que le bétail, il a une fonction. Il fait du fumier, on l'évoquait. Il broute. Et il y a quand même des châteaux. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans votre région, mais il y a des régions où on commence à avoir des moutons pour entretenir les couverts, voire même des poules ou des canards quand les feuilles sont sorties. Et ça permet d'ailleurs d'avoir des couverts permanents parce qu'ils sont ratiboisés en permanence. Donc, en termes de concurrence pour l'eau, ils ne sont pas trop chiants. Donc, quelque part, faire de la viande, c'est aussi un outil de gestion en termes de fumier et de contrôle de l'environnement sans herbicides, avec ce petit plus qui est que quand on broute, il y a des racines qui meurent parce qu'il y a trop de racines, et donc vous enfouissez du carbone, donc ce carbone enfoui, il n'est pas dans l'air, donc vous faites de la compensation carbone. Parce qu'il y a un truc quand même qu'il faudra peut-être se dire, c'est le jour où vous saurez mettre de la matière organique dans vos sols, vous pourrez peut-être demander un petit peu d'argent pour ça, parce que des gens dont le business, c'est de vendre de l'immobilisation de carbone. Et il y a de l'argent à prendre, et pas rien, je peux vous dire. Par contre, il faut être sûr de ce que vous faites et avoir un certain recul sur la durée où ce carbone va rester dans le sol. Mais il y a des crédits carbone à prendre. Alors vous allez me dire, moi je fais du vin, ok, mais moi je pense que si vous avez en plus sur la bouteille écrit que vous contribuez à lutter contre l'effet de serre ou pour le climat, ça ne va pas vous empêcher de vendre. Venons-en à la vente, venons-en au goût. Je suis désolé, mais moi j'ai bonne mémoire. J'ai commencé à déguster du vin en 89 et je peux vous dire que les goûts des vins ont changé. Avec certitude, que ce soit dans la maîtrise de la façon de vinifier, dans, je pense à la Bourgogne par exemple, la réduction du caractère réduit. Aujourd'hui, on a des vins qui sont plus si fermés que ça, et ça se vend. Non, il ne faut pas imaginer que le goût du consommateur soit figé. Bien au contraire, il évolue assez vite. Et si on me dit que la réglementation est un obstacle, alors moi je me dis, mais comment on va sortir de cette salle vu que les portes sont fermées? La réglementation, c'est ce qu'on peut faire évoluer le plus vite. Alors je sais qu'il y a des obstacles, mais le vrai obstacle, c'est le climat. Le vrai obstacle, c'est la maladie de la vigne, ou d'ailleurs du vin. C'est pas la réglementation. Ça, vous vous débrouillez. Oui, bonjour. Il semblerait que dans votre réseau, en Côte-de-Provence, on ait plutôt une bonne qualité microbiologique des sols. En revanche, on voit qu'on a un peu moins de matière organique que peut-être dans d'autres régions. Donc ça semble contre-intuitif. Est-ce qu'il y aurait une explication à ça ? Et autre chose, nous, sur notre exploitation, on observe quasiment jamais de vers de terre ou de lombric. On n'arrive pas à en voir. Et donc, vous avez regardé d'un point de vue microbiologique, mais est-ce que d'un point de vue macrobiologique, je ne sais pas comment, la macrofaune, est-ce qu'il y a une étude qui a été faite là-dessus aussi sur le territoire, et est-ce que ça peut avoir une incidence ? Du coup, oui, vous avez moins de matière organique, mais comme vous avez pu le voir, il y a des enherbements qui sont bien implantés. Et donc ça permet de compenser cette baisse de matière organique. Et donc ça montre bien donc pourquoi vous êtes pas mal dans le vert. Donc il y a toujours cet effet d'enherbement, même s'il y a un effet d'enherbement qui peut être court, parce que si vous cassez votre enherbement
derrière, il y a bien sûr l'apport de la matière organique qui se fait, et donc la vie microbienne qui se développe. Mais elle est fragile, cet état, donc il faut pouvoir continuer à le conserver, d'où les préconisations d'implanter donc de l'enherbement et de continuer à apporter de l'amendement. Concernant les vers de terre, c'est à Sainte-Victoire qu'ils ont fait pas mal d'études sur les vers de terre. Nous, sur Dijon, on a pu réaliser une étude à grande échelle sur plusieurs types de sols agricoles, grandes cultures, prairies et également sur la vigne. Et on avait un indicateur qui était sur les vers de terre. Par contre, on ne l'a pas réalisé en Côte-de-Provence. Donc, nous, quand on a prélevé, après c'était en hiver, donc on n'a pas vu beaucoup de vers de terre quand on a prélevé, mais il faut aussi se dire qu'on est venu prélever en décembre. Donc, il y a aussi l'effet de la période qui joue. Donc, il y a des études qui existent. Donc, surtout en Côte-de-Provence, dont je vais vous faire tourner chez Jean-Jacques, c'est bien ça. Hein. Tu as des études sur les vers de terre, donc allez voir plutôt avec la Sainte-Victoire. Nous, là, on n'a pas pu le faire. Déjà, ça demande beaucoup de logistique et nous, on est microbiologistes et on ne va pas commencer à voir ce qu'il en est par rapport à d'autres choses. On ne saurait pas bien interpréter, donc on reste dans nos fondamentaux. Merci beaucoup. Merci à tous pour ces questions. La table ronde est terminée.